Alors vous reconnaissez certainement un manchot. Un royal qui plus est, comme vous pouvez le voir, à ces 3 taches oranges qu'il a, une sur le poitrail et 2 de chaque côté de sa tête. Ce manchot est unique. Il s'appelle Dominique. Et vous apprendrez bientôt, chers amis, les causes de ce prénom ainsi que sa surprenante histoire. Dominique habite à Brest, en la très froide manchotière d'Océanopolis. Et comme il aime la compagnie des hommes, ce qui là aussi est peu commun pour un manchot, eh bien dès que je peux, je lui rends visite et passe du temps à discuter avec lui. J'essaie de recoller les morceaux, de m'excuser pour vous, enfin pour nous. Parce que vous savez, nous les hommes, dans le passé, on n'a pas toujours été très sympathiques avec ses semblables, alors en passant du temps avec lui, comme ça, et devenant peu à peu, du moins j'essaie, son ami, j'essaie de, comment dire, de briser la glace, de montrer qu'une réconciliation est possible. Mais c'est comme si je faisais un acte de repentance au nom de l'humanité. Mine de rien, c'est important. Oui, et pour ça, je lui raconte des histoires. Parce que, et le propre de l'homme, dit-on, c'est de raconter des histoires. Alors celle du manchot est longtemps restée anonyme, et c'est seulement au contact des hommes qu'elle est devenue lamentable. En premier lieu, et ça c'est un fait assez unique dans l'histoire des sciences naturelles, il faut bien le reconnaître, jamais les hommes ne se sont mis d'accord sur le nom qu'il fallait donner à cette malheureuse bête. Et si les animaux plus nobles et mieux considérés ont très vite reçu un nom accepté par toutes les nations, nos manchots, eux, ont attendu plusieurs siècles le leur. Un malheur n'arrivant jamais seul, ils en ont à présent deux, ce qui divise le monde et rend fou les savants. Mais comment en est-on arrivé là? Alors il nous faut tout d'abord dire que les premiers à donner un nom aux manchots ne furent ni des scientifiques ni des philosophes. Et ce n'est ni leur aspect physique ni leur capacité particulière qui déterminèrent nos pionniers à leur choisir soigneusement un nom. Non, ça a plutôt été leur goût. Car ce sont les gastronomes, ou plutôt les cuisiniers des caravelles, qui, les rencontrant, les cuisinèrent aussitôt. Et là, ils leur découvrirent un très surprenant et très délicieux goût d'oie. On appela donc tout d'abord les manchots, les oies, Magellan, du nom de Magellan, qui fut un des premiers Européens à les rencontrer. Et puis, la grande confusion se produisit. Parce que c'est chose assurée que la plupart d'entre nous voient des manchots, mais les appellent pingouins. Et cet animal est en effet nommé pingouin par les Anglais et les enfants de toute nation, et manchot par les Français et les scientifiques du reste du monde. Or, d'un point de vue biologique, le pingouin et le manchot n'ont strictement rien à voir. Ils ne sont pas même cousins dans la grande famille des oiseaux. Le pingouin vit en Arctique, soit au nord de l'hémisphère, et les manchots, eux, en Antarctique, soit au sud. Ces deux espèces ne se sont jamais rencontrées, car pour cela, il leur aurait fallu traverser la zone chaude de l'équateur et ils n'y auraient pas survécu. Les pingouins ont des plumes tout à fait semblables à celles des autres oiseaux, et contrairement à une idée encore bien ancrée dans l'esprit de nos contemporains, vous peut-être, ils possèdent des ailes qui leur permettent de s'élever dans les airs et de voler, ce dont notre manchot, lui, est parfaitement incapable. Et c'est ainsi que nous pouvons vous l'assurer, le pingouin que nous connaissons ne ressemble absolument pas au manchot que vous avez sous les yeux. Mais alors, me demanderez-vous, d'où vient cette confusion? En 1586, Thomas Cavendish, un corsaire anglais complètement myope,
naviguait tranquillement dans les eaux antarctiques à la recherche de galions espagnols habiles. Alors sa mauvaise vue n'aidant pas vraiment, il distingua dans l'eau un manchot qu'à cause de ses mauvais yeux, il prit pour un pingouin. Rentré en Angleterre, il soutint ainsi qu'il y avait peu de galions espagnols dans les eaux antarctiques car il n'en avait pas croisé, mais qu'il s'y trouvait en revanche des pingouins, car, croyait-il à tort, il en avait surpris un. Depuis cette époque, les Anglais continuent à appeler le manchot pingouin, et ce, malgré la science française qui a toujours tenté de leur faire comprendre qu'appeler des manchots penguins, ce qui signifie en vieux gallois tête blanche, est très peu approprié à des oiseaux qui, comme vous pouvez le voir, ont toujours eu la tête noire. Mais me direz-vous, comment confondre deux animaux qui, je viens de le dire, n'ont absolument rien à voir? Donc, certes, la myopie dissout les contours, mais ne change assurément pas les formes. Et on n'a jamais vu un myope prendre un lion pour une vache ou un lapin de 6 semaines. Eh bien, c'est qu'il existait dans le passé un pingouin très grand, appelé grand pingouin, qui ressemblait étrangement au manchot que l'on connaît actuellement. Mais cet oiseau, de la taille d'une grosse oie, avait des ailes complètement atrophiées et ne pouvait absolument pas s'en servir pour voler. Et c'est lui que Cavendish crut apercevoir dans l'eau. Et oui, parce que ce grand pingouin était bien connu des Européens. Il vivait en mer du Nord. Or, suite à une chasse intensive et à une ultime éruption volcanique, le dernier spécimen s'est éteint le 3 juin 1844 et l'on n'en a depuis jamais plus revu. Alors le plus étonnant dans cette histoire, c'est que, bien que n'ayant rien d'apparenté au manchot et vivant séparé de lui par plusieurs dizaines de milliers de kilomètres, ce pingouin ait développé une apparence semblable à lui. C'est ce qu'on appelle en biologie le principe de convergence, qui tente à établir qu'il n'y a que très peu de solutions à un problème de survie particulière. Et c'est pourquoi une espèce va développer une apparence conforme aux contraintes de son lieu de vie. Et c'est ainsi que le grand pingouin, confronté tout comme le manchot à un environnement marin et glacé, perdit ses ailes et se mit à lui ressembler. D'où cet aspect si curieux. Alors, très frappés par cet exemple qui semblait tirer vers une même forme deux animaux si dissemblables, des astrobiologistes défendirent alors l'idée que dans l'univers, la vie intelligente ne peut se développer qu'en des corps semblables aux nôtres. Qui sommes-nous? Tête, main, pied, qui facilitent et la naissance de l'intellect et ses applications. Et de la même manière que le grand pingouin et le manchot ont perdu leurs ailes pour pouvoir nager, les hommes et les extraterrestres ont gagné les mains pour pouvoir penser. Alors bien qu'on sache maintenant, grâce au grand pingouin, à quoi ressemblent les extraterrestres, on a longtemps ignoré à quel genre d'animal appartenaient véritablement les manchots. Leur aspect déconcertait. Ainsi, près d'un siècle avant Thomas Cavendish, qui, à cause de ses mauvais yeux, nous l'avons déjà dit, avait pris le manchot pour un pingouin en raison de sa nage, Magellan, dont les yeux ne semblent pas meilleurs, les confondit tout d'abord en raison de leur bipédie, cette fois avec des pygmées. Et si les marins revenus de leur erreur les trouvèrent immédiatement appétissants, les naturalistes, en revanche, ont longtemps ressenti à la vue de cette étrange créature un mépris, voire une répulsion, qu'ils parvinrent mal à cacher. Tout d'abord, et ce malgré ce qu'en assuraient les marins, certains scientifiques doutèrent fortement qu'il puisse s'agir d'un oiseau. Et c'est pourquoi on leur refusa tout d'abord cette appellation pour leur préférer celle de poisson à plumes. En 1676, l'ornithologue anglais Willoughby soutient, je cite, que le manchot n'a les ailes couvertes de rien qui puisse être appelé plume. Non, ses ailerons semblent plutôt être couverts d'écailles. On va même jusqu'à prétendre qu'ils sont recouverts d'une cotte de mailles, de matière inconnue. Un siècle plus tard, le navigateur Fraisier réfute à son tour cette hypothèse en soutenant que notre oiseau, je cite encore, n'a ni plumes ni écailles, mais des poils, tout comme les veaux marins.
cachant mal son dédain pour cet animal qui semble hésiter entre deux natures, le grand Buffon écrit dans sa monumentale histoire naturelle « Les manchots paraissent faire la nuance entre les oiseaux et les poissons. En effet, ils ont au lieu d'ailes de petits ailerons que l'on dirait couverts d'écailles qui leur servent de nageoires, avec un gros corps uni, cylindrique, à l'arrière duquel sont attachées deux larges rames plutôt que deux pieds. L'impossibilité d'avancer loin de la terre, la fatigue même de s'y tenir autrement que couché, tout semble rappeler au genre de vie des animaux aquatiques ces oiseaux informes. » Et c'est encore un cadeau peu aimable des hommes que ce nom de manchot, qu'un naturaliste français, Mathurin Brisson, leur donne en 1760, puisqu'il vient du latin mancus, qui signifie estropié. Et les seuls éléments sur lesquels finirent par s'accorder nos savants pour définir sa curieuse spécificité furent sa bipédie et sa nage, toutes deux fort uniques parmi la grande famille des oiseaux. Là, notre histoire commune commençait bien mal. On comprend mieux ainsi pourquoi les manchots furent d'abord considérés plutôt comme un ingrédient culinaire, plutôt que comme une merveille de la nature. Il faut dire qu'à l'instar du cochon, duquel on dit que tout est bon, le manchot présente de nombreuses qualités aux yeux des navigateurs. La chasse au manchot est recommandée à tous les marins. Et il est remarquable qu'on sût apprécier les manchots pour la table bien avant qu'on arrivât à les décrire et définir scientifiquement. On recommande aux marins de ne pas utiliser d'armes à feu pour les chasser, car cela meurtrit trop leur chair. Mais on leur conseille en revanche de les frapper uniquement sur la tête, puis de les décapiter, de les suspendre à l'envers pour que le sang s'écoule et que blanchisse leur chair. Puis on les fend par le milieu avant de les rincer plusieurs fois à l'eau de mer, on les sale pendant 6 heures, on les égoutte pendant 8, on les sale de nouveau, et là on peut les conserver pendant plus de 2 mois. Une fois la graisse ôtée, on consomme généralement le manchot en délicieux civet. Le bon goût du manchot signa sa perte, et ce, dès sa première rencontre avec nous. Comme ils étaient nombreux et faciles à attraper, les marins se lancèrent dans de savants calculs pour déterminer à quel rythme l'on pouvait en remplir les cales. Marlborough, un navigateur anglais du XVIIe siècle, rapporte qu'on peut en assommer plus de 300 en moins de 15 minutes, ce qui lui permet d'établir une vitesse moyenne de 1200 manchots à l'heure. Drake, le fameux corsaire, en fait tuer et charger dans ses navires 3000 en une seule journée. Record jusqu'à présent indépassé. Leurs œufs font également l'unanimité et le même Marlborough, dont je viens de parler, se vante d'en avoir ramassé plus de 100 000 en un jour. Et soit dit en passant, on consomma de ce mets de choix jusqu'à son interdiction en 1969. Nos manchots, étaient en triste à dire, n'éveillaient ni la curiosité chez les scientifiques, ni la pitié chez les marins. C'est pas à dire que parfois quelque éclair de sympathie ne traversa leur âme. On sait en effet que Narborough, vous vous souvenez, l'homme des 1200 manchots à l'heure et des 100 000 œufs, s'arrêtant un moment de les trucider pour les considérer, leur trouve soudainement une ressemblance, je cite, avec des petits-enfants qui porteraient un tablier blanc. Et le moine navigateur Dom Pernétif, il semble savoir la comparaison en évoquant lui aussi des enfants de cœur en surplis blanc et canaille noir, un petit capuchon sur la tête. Mais cet attendrissement ne dure guère. Et le manchot, bien que faisant songer à de charmants bambins, a plutôt intérêt à faire une fugue le plus rapidement possible s'il veut sauver sa peau. Très vite, le sort des manchots sembla scellé. Et de toutes parts, on sonna la curée. Les marchands suivirent les navigateurs et s'aperçurent alors que les manchots, c'était vraiment un bon investissement. Le commerce avance souvent bien plus vite que la science, et pendant que les naturalistes s'écharpaient à Paris pour savoir si les manchots étaient recouverts d'écailles ou de poils, les commerçants, qui eux s'étaient aperçus depuis longtemps qu'il s'agissait de plumes, les commercialisaient pour en faire du rembourrage de matelas et des décorations vestimentaires. On se rendit compte aussi que la peau des manchots était parfaite pour la confection de chapeaux, de chaussures ou de sacs, alors on fit de ces oiseaux et pendant des décennies des collections complètes automne-hiver.
Mais c'était sans compter l'essor industriel du XIXe siècle et le commerce d'huile dont nous avions désormais besoin comme combustible et autres matières premières. Tous les marins se ruèrent en Antarctique pour chasser la baleine, le phoque et l'éléphant de mer qui en étaient remplis. Jamais il n'y avait eu tant d'hommes en cette partie du monde. Et il fallait bien nourrir et chauffer tous ces gens. Or, comment trouver du bois ou du charbon en des terres où il fait trop froid pour que pousse aucun végétal? Et ben, on pense au petit manchot. Parce qu'après tout, eux aussi étaient recouverts d'une épaisse couche de graisse. Et leur huile pourrait aisément entretenir un feu. On inventa donc le poêle à manchot. On allait ramasser des manchots comme du petit bois et on les y jetait tout vif. Oui, parce que les tuyaux auparavant auraient pris trop de temps. Mais, et ça c'est un problème de taille, la graisse du manchot sent très mauvais. Les marins eurent donc une autre idée. Elle pouvait tout aussi bien alimenter non pas le feu des hommes, mais celui des chaudrons, où l'on fait fondre la graisse de baleine ou de phoque. Alors, après le poêle à manchot, on inventa une deuxième machine, la plus terrible qui fut jamais. La presse à manchot. Sans prendre la peine de tuer les pauvres animaux ou de séparer leur graisse du reste de leur corps, on les place par dizaines dans la sinistre machine et on les écrase tout vif pour les transformer en briquettes de chauffage. Et le mélange sanguinolent qui s'en écoule s'en va alimenter le feu des marmites gigantesques des baleiniers. Et c'est pourquoi le manchot a bien failli disparaître dans d'horribles circonstances. Mais en 1918, l'invention de produits chimiques pouvant remplacer l'huile animale et la protestation du public qui commençait à trouver le manchot bien sympathique stoppa net le massacre. Donc, il faut dire qu'entre-temps, le romancier Anatole France avait écrit un tout premier livre mettant en scène des manchots, que par la faute des Anglais, il appelait lui aussi des pingouins. Alors, l'île des Pingouins était une parodie de l'histoire de France, mais vécue par des manchots qui, comme leurs contemporains humains d'alors, se déchiraient au sujet de l'affaire Dreyfus. À la différence près que le manchot injustement condamné s'appelait lui Perrault. Alors, ce roman obtint un succès considérable, et tout le monde se mit à aimer ces pauvres bêtes qui nous rappelaient tant à nous-mêmes. Et c'est ainsi que les malheurs du manchot commençaient quand on s'aperçut qu'il n'était pas un pygmée, finirent au moment où on en fit à nouveau un homme. Et de la même manière qu'il arrive que des hommes soient manchots, il est tout à fait prouvé que parfois des manchots soient hommes. Ce pauvre Dominique, par exemple. Donc, son histoire et son existence avaient très mal commencé. L'œuf était fendu et on désespérait de sa survie. C'est alors qu'un scientifique d'Océanopolis eut l'idée de mettre cet accident au profit de la recherche et proposa qu'on plaçât cet œuf en couveuse artificielle. Un autre scientifique, du nom de Dominique, n'y crut absolument pas et déconseilla l'expérience. Mais on passa outre, et dans sa manchotière, dans sa couveuse artificielle, l'œuf parvint à maturité. Un gros poussin tout marron en sortit, auquel on donna immédiatement le nom de Dominique, c'est-à-dire de l'homme qui n'avait pas cru en lui, ce qui, à mon sens, n'est pas très approprié, ni même très encourageant, mais on a vu que les manchots attirent généralement le malheur. Or, ce Dominique, le manchot, vit au premier regard qu'il posa sur le monde des hommes, penché sur son berceau, et aucun oiseau, et c'est ainsi qu'élevé au milieu d'humains, jamais Dominique ne put s'imaginer manchot. Et encore maintenant, il passe ses journées, comme vous l'avez vu, à attendre en sa manchotière, qui pénètre les hommes, qui imaginent ses frères et sa tribu, se mettant à l'encart des autres manchots qu'il méprise ouvertement. J'ajouterai de plus qu'en tant qu'homme, le manchot Dominique a révélé des talents qu'aucun manchot n'a jamais possédés. Il a en effet développé, en nous observant, des capacités de marche et d'escalade qu'on pensait impossibles chez eux. Alors, en fin de compte, les erreurs que l'on fait s'avèrent toujours fécondes et souvent partent d'un bon sentiment. On dit bien que chercher à connaître, c'est chercher à aimer.
Et c'est finalement consacrer la nature merveilleuse du manchot que de l'avoir considéré tour à tour comme une oie, un pingouin, un oiseau aquatique, un poisson à plumes, un français, un pygmée ou encore un enfant de cœur. Mais rien n'est plus aisé, me semble-t-il, en un environnement inconnu, régi par des lois différentes de celles que l'on connaît, de prendre un animal pour un autre. Et on dit bien qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Et on sait bien qu'à la base de toutes les légendes se trouve toujours une vérité lointaine. Et pour nous qui explorons ensemble le monde des océans, si mystérieux à bien des égards, où se mêlent en ces flots si facilement science et fantasme, eh bien nous devrions sans cesse nous poser cette question. De quelle vérité une erreur pourrait-elle bien sortir? Oui, car l'erreur, pour être véritablement une erreur, doit toujours sortir d'une vérité, qu'elle corrompt. Et c'est ainsi que l'erreur est toujours fille de la vérité. Donc, autrement dit, une erreur, c'est toujours une vérité, mais qui tourne mal. Et c'est pourquoi l'erreur doit nous servir à retrouver la vérité. Dans la vie des 12 Césars de Suétone, on peut lire l'histoire suivante.